Canyon. That's where I long to be, with my three good companions, just my rifle, pony and me. Bon, bah merci d'être. Alors, je voulais quand même le dire, je ne l'ai pas dit pour la première projection, mais je suis vraiment content. Il y a beaucoup de monde. Voilà, ça me fait vraiment, vraiment, vraiment plaisir. Merci à vous en tout cas. Et merci beaucoup, vraiment. Et Dieu sait qu'on a bataillé, hein. Mais merci en tout cas d'être là. Alors, donc, oui, Clément Colliot, Prisme Cinéma, Mathilde Grasset, qui est doctorante à l'Université de Strasbourg, si je ne me trompe pas, et vous préparez, ou vous êtes en train de préparer un recueil d'entretien. C'est en cours. Je sais pas si oui, c'est en cours. Il est presque terminé. Il devrait sortir cette année ou 2025 maximum, quoi. Je suis extrêmement jaloux, hein, vraiment, parce que je crois de mémoire, il n'y a pas eu encore un véritable travail autour de ce cinéaste. Non, Ouais. Ça s'est fait. On s'est rencontrés. C'est aussi la rencontre qui a amené à cet ouvrage-là. Et je mesure ma chance, oui. Il faut quand même que je dise, voilà, Dieu seul me voit, c'est un film de 98. Moi, j'ai 22 ans à cette époque-là quand je le découvre. Et il m'a accompagné jusqu'à aujourd'hui, j'en ai 47. Et autant, ce que je n'avais vraiment pas vu à l'époque, c'était le rapport politique. Je ne sais pas pourquoi, je ne voyais pas. Et enfin, si, je sais, mais peut-être pour plein de raisons. Et là, aujourd'hui, pour moi, il est assez évident, mais ça, on en parlera vraiment après. Moi, il continue encore de fonctionner, ce film. Autant il me rappelle des choses qui sont liées à cette société de la fin des années 90, et en même temps, il y a beaucoup de connexions avec ce que je vis aujourd'hui. Et première question, alors je connais un peu ta réponse parce que c'est ce que je t'avais demandé la dernière fois dans l'émission, mais c'est pas grave. Oui, ce film, comment vous l'avez tous les deux croisé, ou est-ce que c'est lui qui vous a regardé? Comment ça s'est passé la première fois où vous êtes tombé sur ce film? Je me souviens pas, pour ma part, de la première fois où j'ai vu ce film. C'est pas le premier film de Bruno que j'ai vu. J'ai dû le voir sans doute dans le cadre de mes recherches, en fait, même avant de commencer mon travail de thèse. Et pour vous répondre sur le politique, c'est vrai que là, en le revoyant, bon, après j'ai aussi parlé de ce film avec Bruno, et puis lui, il me parlait, il rebondit beaucoup sur l'actualité. C'est pas un cinéaste du tout qui est désengagé ou qui est pas du tout. Enfin, il est concerné par la politique, même aujourd'hui, alors que ces films, enfin, on pourra en reparler, mais peuvent être, avec Bécassine ou Comme un avion, peuvent paraître un peu en dehors ou à côté de l'actualité. Parce que il faudrait le nuancer, hein. Mais en tout cas, là, en revoyant le film, effectivement, la dimension politique, elle est absolument partout. Et moi, sans doute que les premiers visionnages, j'ai surtout retenu ce personnage tout en nuances, qui a du mal à s'engager, qui a du mal à faire des choix. Et vous dites que ça résonne aussi encore aujourd'hui avec notre époque, d'un point de vue politique sans doute, mais de toute façon, on n'a jamais, on aura toujours besoin de cette nuance-là qui est la base de l'acceptation de l'autre. Et ça, c'est au centre du cinéma de Bruno, même quand il fait Comme un avion. En fait, c'est toujours des personnages qui posent la question de leur rapport à autrui, en fait. Alors, dans Dieu seul me voit, qui est le premier long métrage qu'il réalise, qui est en plus un projet d'ampleur, parce que là c'est un long métrage, mais il en a fait une version de 6 heures qui s'appelle, que vous pouvez trouver en DVD exclusivement, c'est Dieu seul me voit version interminable. Donc c'est Dieu seul me voit, mais qui dure 6 heures. Donc c'est pas qu'un long métrage, c'est vraiment une première profession de foi qui prend le temps et qui prend la place de se formuler. Voilà, je sais plus ce que j'étais en train de dire, mais si Clément t'a... Non, mais je profite de rebondir sur ce que tu dis du fait qu'il existe une version beaucoup plus longue du film, pour rebondir sur cette première impression. C'est vrai que c'est un film que je trouve vraiment très intéressant, j'étais très content de le revoir, mais assez curieux en fait, de prime abord. C'est à la fois... on va dire une sorte de comédie romantique, une comédie un peu burlesque, un film qui a un regard social très acéré et en même temps qui a une dimension un petit peu de fable presque. Il y a quelques séquences comme ça, pas oniriques, mais en tout cas qui ont une sorte de dimension comme ça un peu fantasmée.
toutes ces séquences de rêves notamment. Et puis quand même, une des premières impressions, évidemment, pour un spectateur d'aujourd'hui, c'est cette espèce d'instantané en fait, d'une époque qui serait donc la fin des années 90, et qui, je pense, est vraiment à mettre au crédit de Podalides. Tous les cinéastes ne sont pas comme ça attentifs aux marqueurs temporels en fait, qui font la spécificité de leur époque. Là, voilà, toutes les séquences qui tournent autour du répondeur, ces animations à la télévision pour les élections, et comme ça on pourrait décliner un peu cette séquence assez amusante où au téléphone elle lui demande mais est-ce que tu sais comment tu vas trouver l'adresse, et lui dit oh, je vais me débrouiller, pour essayer peut-être de la charmer encore une fois. Donc il y a plein d'éléments comme ça qui sont on est vraiment plongé dans voilà, une sorte de presque de vue en coupe quoi, de la fin des années 90. Mais ce qui étonne, c'est que on ne retrouvera pas ces marqueurs temporels dans tous les autres films qu'il a réalisés par la suite. En plus, je l'ai interrogé sur cette dimension, sur cet ancrage dans son époque, et il avait très conscience de l'être au moment de Dieu seul me voit. Cuba, ça revenait. D'un point de vue politique, certes, mais il y a aussi, je sais pas, la Twingo, par exemple. Il était très fier de mettre la Twingo avant que tout le monde ait une Twingo, et c'est marqueur de cette fin des années 90. Mais ensuite, je sais pas, vous voyez bien que ces films restent assez intemporels. Enfin, c'est-à-dire que par la suite, il n'y a pas vraiment de à ce point-là de marqueur d'une époque, et c'est vraiment volontaire, et voilà, il l'a dit explicitement. Par exemple, dans Liberté Oléron, il n'a pas voulu mettre ça coûte 50 francs parce qu'il savait que ça allait bientôt passer en euros, et tous les marqueurs qui font un peu vieillir rapidement un film, il a voulu les tenir les plus éloignés, et je trouve qu'en fait, en le revoyant Dieu seul me voit, que ça fait quand même exception, et que c'est intéressant que ce film-là soit placé vraiment au fondement de sa filmographie. C'est le premier, enfin pas le premier film, mais le premier long métrage où la dimension politique elle est frontale, et je trouve que c'est important qu'elle l'ait été dès le début, pour ensuite qu'on puisse faire autre chose dans des clairières temporelles comme Bécassine, comme un avion, un peu à l'écart de la société. Mais on sait depuis Dieu seul me voit que Bruno Podalides n'est pas du tout un cinéaste qui se désintéresse de l'époque où il tourne, où il réalise sa film. D'autant plus dans les derniers films, là, Waouh vous verrez la petite vadrouille, je trouve qu'il est gagné par une forme de gravité et un propos social qui revient de façon plus explicite que dans ces films qui se trouvent entre Dieu seul me voit et Waouh. Je ne sais pas si vous l'avez en tête, Waouh, mais avec cette infirmière qui est au bout du rouleau, qui est jouée par Florence Muller, où là, voilà, le propos social, il est explicite, il est donné, il est dit dans les dialogues, quoi. Oui, mais il y a un plan dans celui-ci, c'est ce plan sur le répondeur. Et donc le fait, comme on en parlait hors caméra, j'ai trop l'habitude de la chaîne. En fait, là où je veux en venir, c'est qu'à partir du moment où un cinéaste prend le temps de montrer quelque chose, c'est qu'il y a toujours un sens, même si ça dure une seconde. Et je disais à Clément qu'un film comme Adieu Berthe, où le film est rythmé constamment par la petite musique du téléphone qui annonce le petit sifflotement qui annonce un SMS. Là, on a le répondeur, et à chaque fois que Albert Jean-Jean prend le temps d'écouter les messages, c'est comme si ce sont ces messages-là qui vont le dicter, qui vont dicter le rythme aussi du film. Et je trouve que même si les marqueurs sont là et moins présents ensuite dans les précédents, mais il y a toujours un côté chez Podalides de prendre comme bas ou de prendre appui sur quelque chose qui est lié technologiquement à la société dans laquelle il commence à faire ce film. Mais ensuite, il revient toujours à la source même, qui est comment je vais raconter mon histoire, en fait. Oui, totalement. D'autant plus que c'est les appareils dont vous parlez, le téléphone, puis la boîte vocale, on pourrait parler de plein d'autres inventions électroniques sur lesquelles ils s'appuient, sont toujours porteurs d'une mise en scène particulière. C'est-à-dire qu'une boîte vocale, c'est un personnage qui écoute la parole de l'autre sans être obligé de lui répondre tout de suite. Et donc, de fait... la mise en scène, la parole est explicitement ici facteur de mise en scène. Avec le téléphone, c'est le cas aussi.
Dans la séquence du restaurant, où la parole est aussi facteur de mise en scène dans la mesure où elle expédie le personnage en hors-champ aux toilettes. Elle gère les allées et venues d'Albert Jean-Jean, donc il y a une forme de performativité de la parole. La parole crée une mise en scène, et ça c'est central. Là, je regardais il y a pas longtemps un film de Guitry, parce que Bruno adore, il a plusieurs obsessions comme ça, et il adore Guitry. Et effectivement, c'est pas étonnant, parce que chez Guitry aussi, la parole est facteur de mise en scène. Elle gère complètement les déplacements du personnage dans l'espace. Et en fait, ça se retrouve vraiment très fort dans Dieu seul me voit et dans d'autres films. Donc oui, la technologie, elle est centrale, parce que la technologie, mais aussi les moyens de locomotion, parce qu'à chaque fois, ça induit un rythme, parce que ça induit une mise en scène particulière. Ouais. Pour compléter, mais c'est tout à fait ça, sur le répondeur qui donne vraiment lieu à plusieurs scènes qui sont dédiées comme ça au répondeur, y compris une des premières où on découvre Albert chez lui tout seul juste après cette séquence en extérieur au début. C'est un outil excellent pour définir un personnage en quelques secondes, quoi. C'est-à-dire celui qui d'ailleurs plus tard se met sur répondeur alors qu'il est dans son appartement pour pas risquer la confrontation avec la personne qui sera de l'autre côté du téléphone. D'ailleurs, dans la première séquence où il est chez lui, ça, pareil, c'est vraiment un truc de mise en scène évident, mais découvrir le personnage qui est en train de faire son sport et qui donc entre et sort du cadre. Donc il est tellement indécis qu'il ne sait même pas s'il veut rentrer dans le cadre ou pas, quoi. D'une certaine façon, couplé avec le répondeur, je trouve que c'est extrêmement, c'est très très fin, quoi, pour établir le personnage d'emblée. On parlait de Guitry, il y a ce petit... ça, je sais pas si... Alors ça, je suis désolé, c'est une qualité un peu... Bref, là il est dans sa chambre, et en fait, je ne sais pas si vous allez spoiler un petit peu votre recueil d'entretien, mais je ne sais pas s'il parle de Faisons un rêve, parce que dans Faisons un rêve, il y a cette séquence extraordinaire où Sacha Guitry, et voilà, et ben là c'est exactement ça. Oui, c'était la scène dont je faisais référence. On a parlé un peu de Guitry, mais pas particulièrement de Faisons un rêve, mais je vais l'interroger, il me reste encore de quoi rajouter une ou deux questions, donc ça je l'interrogerai dessus. Mais en fait, c'est avec cette séquence-là que je ferais résonner Faisons un rêve, mais surtout une séquence, je pensais qu'il y avait un petit bout dans cette version courte, mais dans la version interminable, si Dieu seul me voit, version courte vous a plu, je vous encourage vraiment à aller chiner vous le trouverez, ça a été réédité, cette version interminable, et il y a tout un épisode qui est vraiment formidable, un monologue de Jean-Jean qui est coincé dans son appartement. Alors là, pour le coup, pour te répondre, il a même plus la possibilité de sortir ou de rentrer dans le cadre, il est emprisonné dans le cadre, il va jusqu'à s'asseoir au bord de l'image comme si voilà, le bord cadre était un mur, donc là, on a comme ça quelque chose d'un peu claustrophobique à ce moment-là, et c'est là où il énonce le plus frontalement sa difficulté à s'engager politiquement, en disant, en se demandant, en fait il parle à Sophie, au répondeur à ce moment-là, et il lui demande, mais comment tu arrives à être sûr de quelque chose? Comment on peut savoir que quelqu'un est un saint ou un salaud? On n'a en gros jamais tous les éléments nécessaires. On n'a jamais la connaissance suffisante pour pouvoir faire un choix. Et voilà, ce monologue, je pense, résonne pas mal. Pas du tout dans le propos, avec Faisons un rêve, mais dans les ruptures de ton, dans les méandres de la pensée, et surtout dans la mise en scène que la parole porte en elle-même, en fait. C'est pas... Elle est au centre de la mise en scène. C'est pas parce que c'est sûr que le dialogue est à la base du cinéma de Bruno Podalides. Le dialogue est joueur, la parole est problématisée à travers à travers la boîte vocale, enfin plein de manières de la distordre un peu, mais quoi qu'il en soit, les personnages n'arrêtent pas de parler. Mais c'est pas une parole qui est illustrative ou qui fait rien ou qui juste comble le vide. C'est une parole qui engage une mise en scène et régule les corps à l'image. Ouais. Est-ce que, par exemple, quand je montre ça, j'espère qu'on va bien voir. Non, on voit pas très bien. En fait, c'est là c'est le moment du match, et
Et en fait, là où je veux en venir, c'est est-ce que Bruno Podalides est tellement joueur qu'il aime aussi jouer avec nous. Par exemple, quand on voit ça, je ne sais pas si vous avez fait attention au générique, mais par exemple, Mathieu Amalric s'appelle Hatchoum, parce qu'en fait, là, vous avez Blanche-Neige et les 7 nains. C'est ça, en fait. Je l'invente pas, hein, c'est lui qui le dit. Donc puis il y a aussi le restaurant, il y a aussi ça. Moi qui continue de me faire rire, je veux dire, mais quand je vois ça, ça me fait vraiment rire. C'est Tintin, c'est le sceptre d'Autocar. Donc c'est là où je veux en venir. Est-ce que le rapport qu'il entretient avec le spectateur, la spectatrice, est-ce que vraiment il a dans son désir de cinéma qu'il y ait aussi une interactivité importante? Oui, je peux répondre. Oui. Il y a deux choses. Là, avec Blanche-Neige et les 7 nains, effectivement avec Hatchoum, on retombe. Et puis, bon, après, on pourra reparler d'Hergé, mais avec cette reconstitution du restaurant, Sildave, il y a une référence explicite à l'enfance et toutes ces figures du conte, je ne sais pas si vous avez comme un avion en tête, mais c'est encore un personnage qui se perd rapidement et qui arrive dans une clairière dont on ne sait pas vraiment si elle existe en réalité ou pas. Enfin, en tout cas, elle est un peu à l'écart du monde. Toutes ces figures du conte, elles irriguent le cinéma de Bruno Podalides, et dès qu'il se rend compte dans ces structures narratives qui retombent sur des schémas du conte ou de l'enfance, il se dit, bon, là, je suis sur du solide, on est dans des schémas incontestables, et ça le rassure, et tout ce qui a trait à l'enfance ne cesse de le séduire, et voilà. Il y a plein de références. J'ai vu, il y a la balançoire, enfin, si on s'en tient à Dieu seul me voit, mais il y a aussi toujours cette aspiration au personnage de se recroqueviller dans du toujours plus étroit. Ça fait référence aussi à la cabane. Je sais pas, là, dans Dieu seul me voit, il y a cette île qui est en plein milieu de la gare de Versailles, qui est à côté de Paris. Enfin, vous voyez, il y a toujours un emboîtement maximal jusqu'à la noix de coco. Et ça a aussi, la cabane a quelque chose à voir avec l'enfance. Ensuite, sur le jeu que Bruno Podalides entretient avec ses spectateurs, ça me semble évident. Moins dans ces reconstitutions qui, en fait, on pourrait en parler beaucoup de cette séquence du restaurant, que dans les clins d'œil qu'il parsème dans tous ses films. Je ne sais pas s'il y a des aficionados de Bruno Podalides, mais enfin, il y en a plein, hein. Il y a la glaviole qui revient, donc c'est un objet qui jonche le sol sur lequel les personnages n'arrêtent pas de tomber, qui revient dans tous ses films à partir de là. Il n'y en a pas dans Dieu seul me voit, il me semble. Mais qui revient à partir de Liberté Oléron, et dans tous ces films, il y a une glaviole. Il y a la petite fusée de Tintin qu'on voit à côté d'une... Même les premiers, je crois, si je me souviens bien. La petite fusée de Tintin, ouais, complètement. Elle est dans Voilà, elle est même à l'arrière de la voiture. Il y a des répliques qui reviennent. Il n'y a pas de... Non, il n'y en a pas. Voilà, ça revient dans tous les films. Donc il y a des clins d'œil comme ça, et c'est vraiment pas pour le plaisir de l'autocitation, parce que il est pas... Je pense pas qu'il soit porté par... la volonté de créer une œuvre cohérente. Il est un peu rétif à donner une leçon de cinéma, une vision du cinéma, voilà. Donc c'est pas pour faire pour clore sa filmographie sur elle-même, mais pour jouer avec son spectateur, sans doute, pour qu'il y ait des effets de reconnaissance comme ça. Malgré tout, on est dans un univers singulier, alors qu'il veuille ou non créer cette cohérence. En tout cas, l'univers du jeu, il est évident, il est assumé avec son public. Ouais, il y a quelque chose de taquin un peu, mais en même temps qui exclut pas les spectateurs qui connaissent pas. Enfin, c'est vraiment assez discret quand même. Il y a une sensation presque surtout de film en film, presque de compagnonnage en fait, ouais, avec ces personnages. Enfin, c'est presque un grand écart, mais il y a un peu la même chose chez Hong Sang-soo. On retrouve toujours un peu les mêmes acteurs qui s'échangent en fait des rôles qui sont un peu similaires. Un coup c'est le frère, un coup c'est l'ami. Et là, d'autant plus que Podalides fonctionne souvent par groupe de films. Hein, donc là, c'est Versailles Chantier, mais il y avait Versailles Rive Gauche en court moyen métrage avant, et Banc Public, Versailles Rive Droite après. On retrouve souvent les mêmes acteurs, etc. D'ailleurs, dans Versailles Rive Gauche, il y a tout un petit pan de l'intrigue qui tourne autour du Lotus Bleu et de Tintin, donc on reboucle avec ça. Donc il y a cette dimension comme ça aussi, presque conviviale, on pourrait dire, qui est aussi une forme d'ouverture de son cinéma. D'ailleurs, lui-même se met en scène là dans le film comme cinéaste, donc c'est aussi... à la fois un élément de distanciation et donc de connivence avec le spectateur. D'ailleurs, dans Banc Public, il joue cette fois le manager de la petite équipe du magasin de bricolage, donc ça se répète aussi. Et puis sur cette dimension joueuse,
là aussi, je trouve où le film gagne à être revu. Et c'est d'ailleurs étonnant, sachant qu'il y a énormément de scènes du film qui ne sont pas dans cette version-là, mais je trouve que le film est quand même très bien tissé au niveau de... il y a quand même beaucoup d'histoires, beaucoup de personnages qui gravitent en même temps et qui, en fait, à la revoyure, sont là dès le début du film, ne serait-ce que repérer que Corinne, la policière, est dans le bureau de vote dès la première séquence et elle revient à la fin. Et même, c'est quelque chose que je trouve souvent fait un petit peu le charme de certains cinéastes, mais son goût pour les transitions. Il y a beaucoup de cuts où on passe d'une séquence à l'autre, mais qui sont très amusants. Podalides qui parle de Jeanne Balibar, cut sur une autruche. Bon, ça, c'est quand même... il fallait l'inventer. Je ne sais pas si elle apprécierait. Ou même quelque chose que j'ai beaucoup aimé, quand il fait l'espèce de jeu où il imite un avion et il parle à la tour de contrôle et cut, il est sur un tournage et la personne qui a interviewé répond 1, 2, 1, 2 pour faire le test avec la perche comme si elle répondait à la séquence d'avant. Et donc cette espèce un peu de film tranche de vie, flow de vie, est finalement extrêmement bien tissé, quoi. D'autant plus, pardon. Oui, D'autant plus que le Dieu seul me voit, c'est un film qu'il appelle de notes, c'est-à-dire il avait plein de notes différentes et il avait plein de scènes qu'il voulait tourner, la scène de la manif, la scène du restaurant, la scène dans une école, voilà, il avait plein de situations comme ça qu'il fallait relier les unes avec les autres. Et en fait, il le fait pas à chaque fois. On le retrouve dans Waouh récemment, on le retrouve dans Ban Public, mais c'est pas systématique. Donc il y a des films de notes dont Dieu seul me voit fait partie, et puis il y a les films qui sont partis d'une idée centrale. Par exemple, comme un avion, c'était ce kayak qui se met à voler. Voilà, une idée crémaillère autour de laquelle tout gravite, mais Dieu seul me voit était un peu au moment de l'écriture éclaté en plusieurs séquences différentes dont l'enjeu était de tout réunir. Et effectivement, c'est assez vertigineux parce que tout fait écho tout le temps dans le film. Le film est aussi très drôle. Enfin, j'entendais le public, c'est extrêmement drôle. Et là où je veux en venir, c'est par rapport au personnage d'Albert Jean-Jean, c'est-à-dire joué par Denis Podalides. Oui, c'est cette... il est où? Bon, c'est pas grave, j'ai vu... Si, c'est là. Je ne sais même pas si vous pourrez voir. Ah, c'est compliqué. Bon, c'est quand ils vont donner leur sang. Et là où je veux en venir, c'est que ce qui est très drôle avec... le revoyant, mais là plutôt dans une salle de cinéma, Denis Podalides, c'est un acteur qui est extrêmement drôle, mais dans sa manière d'être, c'est pas l'évidence de sa drôlerie, elle n'est pas là finalement, c'est par petites touches. Et par des petites bribes comme ça de mots, de petits gestes, et ça finit par être extrêmement burlesque. Et j'ai cette sensation que, parce que je suis persuadé que ça a été extrêmement travaillé, mais qu'ils ne sont pas dans un burlesque total. C'est quelque chose de beaucoup plus discret et qui a plus de... Enfin, me concernant, ça a beaucoup plus de puissance dans ça. Après, dans les prochains films, peut-être ça sera différent, mais dans celui-ci, et puis on voit alors dans la version interminable, et c'est exactement ça, quoi. Ça prend effectivement beaucoup de temps. Donc, le rapport à la comédie, c'est quoi ce rapport qu'il entretient et Bruno et Denis à ce moment-là, quand ils font le film? À ce moment-là, je peux pas, j'en sais trop rien. Simplement, la question, c'est-à-dire que Bruno s'est pas dit un jour, tiens, je vais faire une comédie. Ça, c'est son moyen d'expression, ça s'est imposé comme ça. Après, ce qu'il écrit par ailleurs, j'ai pas lu, mais il lui est arrivé d'écrire une nouvelle pour un magazine de voile qui apparemment était totalement déprimante. Donc c'est pas son mode d'expression, de prédilection. C'est juste comme ça qu'il l'entrevoit et qu'il le réalise. Je peux au moins juste dire sur cette notion de comédie de comédie ou plus. Je crois que vous vouliez montrer un photogramme à la fin de film avec Anna et Jean-Jean qui s'enlacent, qui sont dans le lit. Alors je me suis demandé qu'est-ce que m'inspire ce photogramme, si ce n'est d'autre qu'une fin joyeuse en fait, d'une fin consolatrice et ça, Bruno, il tient beaucoup. Au moment de l'écriture de Dieu seul me voit, il s'est demandé s'il faisait pas mourir Albert Jean-Jean à la fin, renversé par une voiture à force d'hésiter entre aller à droite et à gauche.
Et finalement, il s'est dit, bah non, parce qu'il n'est pas là pour accabler son prochain, il n'est pas là pour... il dit, je sais que tout le monde sait ce que c'est que le chagrin, la perte, l'abandon, le deuil, et il n'est pas là pour raconter ça ou partager une douleur avec son public, mais plutôt pour... ça paraît simple, hein, mais c'est quand même un projet de cinéma, pour le consoler ou pour juste... le rendre sensible à des jeux de lumière. Par exemple, là, je ne l'avais jamais remarqué, mais au moment de la séquence de l'avion où il séduit la jeune Cécile Bouillot, la caméra panote vers le plafond et on voit la lumière des phares, sans doute, à travers des stores. Et c'est super discret, mais on le trouvera dans beaucoup d'autres de ses films où il va juste filmer un feuillage, juste filmer une lumière ou une toile d'araignée dans une vieille maison. Et c'est très discret, mais ça infuse tous ses films. Et je pense que ça a à voir avec ce qu'il considère, avec ce qu'il rattache à la comédie, à savoir un genre qui est là, un genre où... Il se revendique pas à hauteur de comédie, hein. Il fait juste il fait des films qu'on raccroche à la comédie, mais c'est quand même un peu plus, vous l'avez vu, c'est quand même un peu plus subtil que ça. On n'est pas dans la comédie, vous le disiez avec le burlesque, on n'est pas dans la comédie de A à Z, mais on est quand même là pour accompagner le spectateur et pour le rendre plus sensible à ce qui est beau, en fait, tout simplement. Oui. Non, mais pour rebondir sur ce que tu disais, je trouve c'est une bonne observation, c'est que Podalides c'est pas, sa drôlerie est pas criante, quoi, en tout cas, apparaît pas instantanément. Moi, j'aime bien l'idée un peu de soupape, c'est-à-dire c'est un personnage qui finalement se met dans tellement d'embrouilles que la pression augmente sur lui, comme tu le disais tout à l'heure avec les espaces un peu comme ça qui l'écrasent, et donc en fait il commence à de plus en plus gesticuler, de plus en plus se débattre, il y a l'idée comme ça, et les gags burlesques seraient un peu le moment d'évacuation, c'est-à-dire qu'il y a un moment où le corps lâche, quoi, finalement, et donc il se passe un truc, une sorte de surgissement comme ça, et la séquence du don du sang qui est vraiment excellente. Surtout quand on la connaît pas. Surtout quand on la connaît pas. Mais du coup, en la revoyant, je prêtais un peu attention vraiment au découpage de la scène, qui est à la fois minimal et extrêmement précis, c'est-à-dire que tout tient quasiment en un seul plan, et la durée du plan rend le surgissement d'autant plus surprenant qu'on ne s'attendait pas à ce que quelque chose vienne modifier comme ça le plan. On voit tout et en même temps les informations sont parfaitement hiérarchisées. Il y a un truc de timing qui est extrêmement bien trouvé. Quand est-ce que le premier tombe, quand est-ce que le deuxième tombe, pour que tout soit lisible, les deux conversations en parallèle avec les deux infirmières, etc. Et puis il y a cette idée que un peu pendant tout le film, en fait, Albert et les autres personnages jouent un peu une sorte de jeu, une sorte de grande comédie sociale, à se paraître plus intelligents qu'ils ne sont, se paraître... c'est vraiment des petits bourgeois au sens strict, hein. Ils se rêvent un peu bourgeois, mais finalement n'ont pas tout à fait les moyens de leurs ambitions d'une certaine manière. Et le moment burlesque, en fait, c'est le moment où l'apparence tombe, finalement. Oui, complètement sur cette scène-là... mais on le retrouve dans le burlesque de Podalides. Il tient à la fois aux objets. Là, on ne le voit pas trop dans Dieu seul me voit, mais ce sera beaucoup plus évident dans Pan Public, par exemple, ou dans ses adaptations de Gaston Leroux, où il y a vraiment un comique de l'objet qui prolonge le corps, qui enserre le corps, qui finit par créer un être hybride avec l'humain. Voilà, il y a un comique de l'objet assez évident. Mais l'autre pendant, l'autre aspect du burlesque de Podalides, je pense qu'il tient de façon assez évidente, et on le voit dans cette séquence, sur l'écart entre ce qu'on aspire à être de façon un peu grandiloquente parfois, ou ce qu'on rêve de notre vie, là être héros et donner son sang. Donner son sang et ce qui en réalité advient pour de vrai, quoi. À savoir, là, effectivement, tomber dans les pommes, comme un avion, il aspire à rejoindre la mer et puis il finit dans un petit ruisseau boueux aux abords d'un supermarché. Donc il y a toujours cet écart-là, et en fait, que ce soit évident, que ça se joue à des échelles différentes ne change pas au fait que son comique repose sur cet écart entre nos aspirations et ce avec quoi on est obligé de composer.
c'est ce qu'il dit, hein, il dit, lui-même le dit dans le film, c'est notre cadre, il est merdique, mais c'est notre cadre. Et voilà, et en fait, le comique, il vient aussi de là, d'accepter à un moment donné que notre cadre est merdique, mais de faire avec. Et donc c'est un comique qui à la fois porte une forme une philosophie ou une éthique, on fait avec le réel, et voilà. Bonjour. Bonjour. Alors, je découvre le film. J'ai à peu près compris l'affiliation du réalisateur avec la police, avec la politique, avec son environnement, avec son époque. Par contre, je comprends toujours pas le titre. Quel est son rapport avec Dieu? Je crois qu'à part un plan ou deux sur une église et un clocher, pourquoi Dieu seul me voit? Avec Dieu, aucun. Mais simplement, initialement, il voulait... la pensée d'Albert Jean-Jean devait être en off pendant tout le film. C'est-à-dire, voilà, il y a une situation avec un personnage et puis on aurait entendu dire non mais quelle cruche celle-là, non mais regarde comment... Enfin, en gros, c'était la différence entre... l'écart entre ce qu'on paraît être, c'est ce qui est expliqué dans la scène de restaurant, et ce qu'on est réellement dans notre tête avec le flot de paroles. Et dans ce cas, Dieu seul me voit, il n'y a que Dieu qui pourrait... Enfin, je suis tout seul, en gros, avec mes pensées. L'omniscience. Non, enfin parce que Albert Jean-Jean il se prétend pas sur lui-même, je voulais dire sur lui-même. Ouais, voilà, sur lui-même. Après, il s'est dit que ça aurait été un procédé un peu antipathique, c'est-à-dire, j'ai pas l'impression que, à l'aboutissement, j'ai pas l'impression que Jean-Jean soit un personnage faux avec les autres. Il est toujours en train de tout réfléchir, voilà. Mais il est pas faux. Alors que si Bruno avait joué avec cet écart entre ce qui paraît être et ce qu'il pense réellement, ça aurait donné à la fois du pouvoir au personnage sur les autres, surtout ça l'aurait rendu vraiment pas sympa, quoi. Moi, pardon. Ouais, non. Moi, je le comprends aussi un peu à l'aune du tout premier plan du film, qui est quand même un plan assez étonnant, avec une sorte de gros travail de machinerie, etc., qui commence sur cette espèce presque de peinture, de cliché pur de qu'est-ce que c'est un espace petit bourgeois avec la Marseillaise, mais reprise. Et surtout au moment où la caméra se met face au sol et on les découvre un peu de haut, c'est un peu le seul moment où il y a ce point de vue un peu Dieu seul me voit. Et moi j'aime bien l'idée de dire que de cette espèce de peinture un petit peu typique, très précise, presque de croquis comme ça de ce statut social, finalement Albert est un personnage parmi d'autres. Il se trouve que la caméra se baisse et s'accroche à lui, mais en fait c'est un peu un échantillon social d'une certaine façon, quoi. Moi, c'est aussi un peu comme ça que je l'entends. Merci. J'avais aussi une question. Par rapport au personnage de Jean-Jean, on voit dans toutes ces péripéties qui sont sur son côté indécis, on voit à chaque fois, à chaque fin d'aventure, il y a un côté réveil, un côté comme ça, il se réveille. Donc je me demandais si c'était pas une vision, comme quoi c'était juste un fantasme, en fait, ces aventures. Il était tellement indécis qu'il ne prenait pas de décision, et en fait, c'était juste la vision d'un fantasme, d'un rêve. Pourquoi pas Pourquoi pas? Ce qu'il y a, c'est que le personnage, vous l'avez bien vu, il se construit tout au long du film. Et donc, pour aller dans votre sens, en fait, il pourrait se réveiller en tant que personnage. Je me définis un peu comme ça par rapport à elle, et puis un peu comme ça jusqu'à finalement trouver une identité. Parce que je ne vous dis pas ce qu'il y avait dans le petit bulletin de vote d'Anna Festival, mais c'est dit dans la version interminable. Donc, je vous encourage à la regarder parce que en vraiment, tout cas, c'est intriguant, ça donne envie d'aller découvrir. Quel petit... Bah non, faut pas le dire. Non. non, mais enfin voilà, jusqu'au bout du film, il se définit et c'est aussi en ça que Dieu seul me voit est un film important à la fois dans la filmographie de Bruno Podalides parce que c'est le premier long métrage, on a compris, puis en plus c'est un film qui fait consensus, mais qui est aimé par les cinéphiles, qui est aimé par le grand public, enfin et qui est, je pense, relativement connu. Enfin, c'est un des films les plus connus de Bruno Podalides. Voilà, c'est le premier remarquable. Je ne sais plus ce que j'étais en train de vous dire.
Oui, alors pourquoi Dieu seul me voit est important? Parce que je pense que dans les années 90, où il y a d'autres personnages un peu flottants, en Italie, il y avait Moretti, il y a Woody Allen, mais en France, il y a Desplechin, il y a, je ne sais pas si vous connaissez les premiers films d'Emmanuel Mouret, mais il y a aussi un personnage qui est un peu, pas mou, mais qui est un peu flottant aussi. Il y a Pierre Salvadori aussi avec Les Apprentis. Vous voyez, il y a plein de personnages qui ont un peu de mal à trouver leur place. Mais ce qu'il y a d'intéressant avec Albert Jean-Jean, c'est que d'une part, son personnage n'est pas mort encore aujourd'hui, c'est une même lignée, c'est-à-dire la lignée des A. Vous remarquerez qu'à chaque fois qu'il y a Denis Podalides et le personnage central des films de Bruno, son prénom commence par un A, donc c'est pas le même personnage, mais c'est une même lignée de personnages qui est un personnage encore flottant. Je ne sais pas si vous avez vu les deux Alfred, mais Alexandre est aussi un peu brinque-ballé dans le monde de l'entreprise, mais il est brinque-ballé aussi par son époque. Donc c'est un personnage qui n'est pas mort, alors que, je sais pas, moi par exemple, Emmanuel Mouret a totalement abandonné le personnage qu'il jouait lui-même. Paul Dédalus va peut-être revenir apparemment dans un des prochains films de Desplechin, mais vous voyez qu'il y a moins cette lignée, on l'a moins retrouvé que les autres personnages flottants des années 90. Et ce que je trouve intéressant dans le personnage d'Albert Jean-Jean, c'est que c'est justement un personnage de cinéma qui vient pas avec des déterminations qui préexistent au film. Et ça, c'est intéressant, et je pense qu'on peut quand même remarquer cette caractéristique-là d'un personnage qui ne procède à pas grand-chose et qui n'a pas de passé. Bruno se pose jamais la question du passé de ses personnages. Bon, c'est pas le seul, mais voilà, et qui se détermine par rien, si ce n'est avec ses relations avec les autres. Donc un éveil, pour retomber sur les pattes de votre question, sans doute, parce que c'est à la fois, à chaque fois, c'est une étape vers sa définition de personnage, qui au-delà de ses relations avec les autres, est un peu creux. Je rebondis juste sur un détail que tu as mentionné, mais juste parce qu'on n'en a pas trop parlé, mais l'idée du petit bulletin de vote à la fin que Anna donne à Jean-Jean. Mais je trouve que c'est un des éléments qui montre un peu cette espèce d'interconnexion constante entre la part politique et romantique en fait, du film, et qui passe vraiment par tout un tas de petits détails. Évidemment, ça c'est assez excellent, l'idée un peu de cette espèce de simulacre politique qu'est l'espace du bureau de vote. Et en fait, on sent que les gens qui sont là sont motivés pour regarder les jambes des femmes et essayer de voir lesquelles ils peuvent séduire après. C'est là que les trois femmes, dès le début, enfin, sauf Sophie qui a servi après, mais les deux autres femmes apparaissent dans le film. C'est dans la musique qu'écoute Albert quand il danse avec Sophie. Il y a cette idée en permanence de la politique comme toile de fond de l'univers amoureux. D'ailleurs, au début, il y a presque littéralement lui devant les affiches qui font une toile de fond, donc c'est presque littéralement cette idée-là, qui irrigue comme ça tout le film. Et ça, je trouve que c'est une des choses les plus intéressantes. Tu parlais de ce rapport à la politique du film. Merci. Oui, bonsoir. Moi, ce qui m'intéresserait de savoir, vu que Podalides comme Mouret ou Woody Allen se met en scène, écrit, joue le premier rôle, je voudrais savoir, est-ce qu'il y a une part autobiographique dans le personnage d'Albert Jean-Jean ? Alors, il ne faut pas que j'oublie, mais juste, celui que vous voyez, c'est Denis, c'est son frère. Oui, pardon. Ouais, oui. Mais bon, peu importe. Une part autobiographique, non, quand même pas. Alors, sur Dieu seul me voit, en particulier, parce qu'après je peux vous répondre sur d'autres films. Sur Dieu seul me voit, il ne s'inspire pas particulièrement de sa vie. Par contre, tout ce qu'il dit de la nuance, il y a Michel Butel qui existe réellement et que Bruno a lu, et qui d'ailleurs, il place en exergue de son scénario Dieu seul me voit une phrase de Butel qu'on retrouve dans le film: ne soyons pas un, mais soyons plusieurs. Ne soyons pas monosémiques, soyons ouverts à la contradiction, soyons ouverts à la nuance. Ça, il porte quand même cette vision du monde-là de façon très forte. Donc son personnage, c'est quand même son premier long métrage, donc forcément qu'il met un peu de lui là-dedans. Surtout que ce discours-là, vous savez, une autre citation de Butel que Bruno intègre beaucoup, c'est
le temps, c'est pas exactement ça, mais le temps de l'hésitation est celui de la pensée juste. C'est-à-dire, au moment où on hésite, on est encore en recherche de quelque chose, on est encore en recherche d'un élément qui pourra nous faire pencher d'un côté ou de l'autre. Donc, on a une pensée active au moment de l'hésitation. C'est pas être juste dans un non-choix, c'est être rechercher la nuance. Et ça, c'est très très fort dans Dieu seul me voit, mais dans d'autres films ensuite. Et pour la part, biographique, il y a des éléments biographiques qui reviennent dans ces films. Dans Adieu Berthe, par exemple, qui est coécrit avec Denis, son frère, il y a des choses qui reviennent. Son père était pharmacien. Il y a des éléments. Leur grand-mère habitait en haut de chez eux à Versailles. Voilà. Après, c'est pas ces éléments biographiques qui sont vraiment les plus intéressants. Le film le plus personnel de Bruno, c'est Comme un avion, où pour lui, il a eu le sentiment de mettre le plus de lui-même, mais c'est pas dans le biographique vraiment, dans la reproduction d'éléments de son enfance qui va trouver satisfaction. C'est vraiment dans le rythme propre du personnage que, pour le coup, Bruno interprète lui-même dans Comme un avion, Michel, qu'on retrouve le plus de lui. Il n'est pas très différent de ce personnage-là. Pour ceux qui connaissent Comme un avion, vous connaissez Bruno. Est-ce qu'il y aurait une autre... Profitez, parce que sinon, moi, je vais reprendre la parole. Et je ne vais pas lâcher le micro. Non, mais je peux vous le dire, moi. C'est parce qu'il adore le mot bouilloire. il trouve ça, il aime bien les sonorités. Et puis après, il est parti dans un délire ce jour-là où il me disait qu'à la fois c'est la rondeur du ventre et puis cette petite saillie qui peut faire penser au complément, quoi. C'est peut-être... Non. La bouilloire ou la lampe, peut-être la bouilloire était quand même mieux. On va prendre encore une question, 2 questions. Alors, moi, j'en ai une dernière. Vous parlez de Comme un avion, pardon. Vous. Des formations professionnelles. Non, c'est le réalisateur, en fait. C'est Bruno Podalides. On le voit lors d'une... c'est court, mais c'est génial. Mais on l'entend aussi un peu dans le film. Hein. Voilà, on l'entend beaucoup. À chaque fois qu'il y a une voix off, on reconnaît sa voix. Quand on est familier, il est joueur aussi avec ça. Et moi, c'est ça où je veux en venir. C'est ayant suivi son parcours en tant que cinéaste, progressivement, de film en film, et là, dans Comme un avion, c'est l'apothéose, on sentait que c'était vraiment... que c'est un très, très bon comédien. Et dans Comme un avion, il est juste extraordinaire. Et quand j'avais découvert ce film à l'époque, je ne savais pas que c'était le cinéaste, on me l'avait dit. Et je sentais qu'il y avait vraiment une envie très forte de jouer plus dans ce film ou dans les prochains. Et je voulais savoir, est-ce que peut-être il a parlé de ça, ce rapport à la comédie, est-ce qu'elle était là depuis le début, enfin, rapport au jeu, pardon, ce rapport était là depuis le début? Mais comment, finalement, il faut choisir un camp, donc celui de la caméra, ou alors c'est progressivement qu'il s'est vu à l'aise? C'est intéressant. Le Bruno, il n'a pas du tout de volonté d'être acteur. Il dit qu'il est dans une espèce de non-jeu, même quand il est filmé chez les autres, parce qu'il lui arrive d'être dans d'autres films. Et il est jamais dans un rôle de composition. Enfin, il lui arrive de jouer un salaud, mais oui, il est un salaud nonchalant, quoi. Il est pas, voilà, c'est pas un acteur. Il a pas aspiration à ça, à devenir acteur. Surtout, c'est pas un second choix que d'élire son frère comme personnage principal de la plupart de ses films. Hein. Denis est partie intégrante voilà, vous l'avez dit au tout début, il a effectivement écrit les dialogues. Enfin, c'est pas qu'il a écrit, il a participé à l'oral, au dialogue. Voilà, ils se font des ping-pong chez eux, et puis quand ils trouvent une bonne réplique, ils l'écrivent. Voilà, c'est comme ça qu'ils écrivent leur dialogue quand Denis joue.
parce que sinon il participe pas au scénario ni au dialogue. Il faut que ce soit, voilà, il participe à l'écriture de son rôle. Et pourquoi, rapidement, parce que j'ai l'impression que ça s'excite dans le... Donc juste, pourquoi il a joué dans Comme un avion, pourquoi il s'est décidé à jouer, et ben c'était une question de geste en fait, et ce qui est hyper intéressant quand on parle de burlesque ou quoi, mais il s'est dit non, la pagaie, c'est voilà, le fait de pagayer, c'est un geste que je peux pas déléguer à Denis. Il faut que ce soit moi qui le fasse. Et puis il voulait pas que ce soit non plus une star entre guillemets. Bon, Denis n'est pas une star, mais il est quand même très connu. Et il préférait que ce soit un personnage comme ça dont on connaissait pas vraiment le visage, même si on connaît un peu Bruno, mais il n'est pas tant connu que ça du grand public. Et il voulait que ce soit, voilà, un homme relais caméra qui circule dans l'espace comme ça et qu'on suit sans que ce soit lui vraiment l'objet ou la vedette, si vous voulez, ou l'objet principal du regard du spectateur. Voilà, donc il s'est approprié ce personnage. Je vous l'ai dit aussi, c'est son film, l'un de ses films les plus personnels. Ça, voilà. À un moment donné, il a dit, c'est dans le côté tactile que Denis et Bruno sont les plus. Mais d'ailleurs, au tout début de Comme un avion, il a une scène où il commence à danser comme ça. Il fait comme ça. Et l'autre, il le regarde, il fait bon, laisse tomber, c'est nul, je suis ridicule. Oui. Ça m'avait marqué ce moment-là. C'est vrai que. C'est souvent dans les gestes que Bruno a plus de mal à obtenir ce qu'il veut de Denis. Par exemple, il y a vraiment des petits gestes où il caresse des objets, ou ça. Bruno a quelque chose de très sensuel, il aime bien toucher les objets, et en fait, Denis, peut-être, enfin, en tout cas, moins. C'est ce qu'il raconte pour Comme un avion. Voilà. On va arrêter là. En tout cas, merci beaucoup Clément, merci beaucoup Mathilde. C'était passionnant. Merci à vous. Et le livre, c'est l'année prochaine, c'est cette année, c'est bientôt. Il est en cours, enfin il est bientôt fini. Donc après, il faut les délais des maisons d'édition, et ça, je les connais pas. Bon, ouais. En tout cas, vous viendrez chez Microciné, ça c'est That's sûr. where I long to be, with my 3 good companions, just my rifle, pony and me.